Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de rêvasser. On va parler d'un petit article qui a eu dans Futura Science et que je trouve assez intéressant parce que la plupart du temps, on donne en exemple en hypnose que naturellement on part dans des transes. Alors là, ça va pas être un terme qui va être exploité sur cet article-là. Et on donne l'exemple de rêvasser, en fait se déconnecter, partir dans son monde intérieur et de jouer avec une imagerie mentale, laisser aller des pensées, les nourrir, vivre avec, et se déconnecter souvent du présent, en tout cas du monde extérieur à nous-mêmes. Et là, il y a un article que j'ai trouvé chouette et qui peut nous donner des idées, des explications de pourquoi c'est intéressant de rêvasser et peut-être même s'autoriser plus à rêvasser. Dit autrement pour un hypnotiste, se donner plus la possibilité d'aller dans ces trans spontanées, de les exploiter ou en tout cas de les vivre au mieux. Rêvasser est plus utile qu'on l'imagine, c'est la science qui le dit. Alors, souvent mal perçus en milieu professionnel, les moments où l'on fixe le vide ne sont pas inutiles. Donc, la plupart du temps, souvenez-vous dans les processus inductifs, on va dire que la notion de focalisation interne est une clé inductive pour arriver dans une transe, c'est-à-dire la communication entre le conscient et le subconscient, en diminuant le facteur de jugement. Une étude de la revue Nature suggère que rêvasser stimule la formation de nouveaux réseaux neuronaux, favorisant l'assimilation et le traitement des informations. Donc cette notion de assimilation, traitement des informations, c'est aussi intéressant pour les enfants et les gamins qu'on dit en classe rêvasser. Bien sûr, ils peuvent être complètement à côté de ce qui est dit par le prof, mais il peut aussi y avoir une saturation ou autre qui emmène à aller bosser sur du traitement d'informations. Bien sûr, on ne le fait pas consciemment. Cette recherche, menée via des expériences sur des souris, révèle l'importance de ces phases de détente cérébrale pour la mémoire et la plasticité cérébrale, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives sur les bienfaits de la rêverie, même au travail. Alors, dans le milieu professionnel, un individu surpris à fixer le vide durant une réunion est souvent perçu comme désengagé ou ennuyé. Je reviens sur cette petite notion-là. Si on reprend des logiques hypnotiques, il faut bien se rendre compte que il nous arrive souvent de déconnecter parce qu'on est en confusion, saturation, pas forcément toujours confusion, mais on sature d'informations, on sature d'un ensemble d'éléments qui peuvent se répéter ou un nombre de personnes qui font que parler en même temps, trop de stimulation, etc., etc. Donc il y a des moments, c'est pas que quand on en a marre ou qu'on est ennuyé, c'est aussi parce que on a besoin de se mettre un peu en off pour ne pas absorber ou ne plus consciemment absorber les choses. Cependant, des travaux récents, menés par des scientifiques américains et publiés dans la prestigieuse revue Nature, suggèrent que ces moments d'absence pourraient en réalité être bénéfiques pour notre cerveau. L'étude avance que le fait de se perdre dans ses pensées peut stimuler la création de nouveaux réseaux neuronaux, améliorant ainsi notre capacité à assimiler et à traiter l'information. Comment les travaux ont-ils été menés? Les chercheurs ont mené une série d'expériences sur des souris. Il s'agissait d'observer l'activité cérébrale des rongeurs alors qu'ils étaient exposés à deux images de damiers distincts projetées sur un écran suivi d'une période d'écran gris d'une minute. Ils ont découvert que, bien que les souris soient physiquement inactives, leurs neurones continuaient d'émettre des signaux électriques spécifiques à chaque image, même durant les moments de vide. Plus fascinant encore, lorsque les souris fixaient l'écran gris, leur activité neuronale ne s'arrêtait pas. Elle imitait celle observée lors de la visualisation des images, laissant supposer que les rongeurs étaient en train de rêver des images précédemment vues. Et là, ce qui peut être intéressant, en tout cas en comparatif bien sûr avec la cartographie relative de l'hypnose, c'est pouvoir se dire, peut-être avant même d'aller dans des processus dès lors qui serait d'approfondissement, c'est-à-dire que le moment où on se met en rêverie, on est en train d'approfondir peut-être la confusion / saturation du processus inductif de l'information, ce qui nous entraîne petit à petit à aller dans cette notion où si j'approfondis, l'ensemble des informations ou des instructions qui petit à petit sont reprises dans notre transe va devenir potentiellement une suggestion. Donc
cette transformation classique de l'instruction va se modifier au moment où on entre en transe pour possiblement devenir une suggestion. Suggestion à ce moment-là étant un ensemble d'éléments sur lesquels notre esprit, conscient et ou subconscient, se sont fixés par rapport à ce qui a été donné en amont. Et ça peut être vraiment quelque chose à prendre en compte. C'est vrai que très souvent, même pendant une séance d'hypnose, il arrive que les personnes aient l'impression de se déconnecter de ce qui est en train d'être dit, par exemple votre suggestion directe ou votre suggestion indirecte, et pour autant, quand on va leur poser une question, ils vont bien être sur l'élément dont on est en train de parler, ou faire un lien de cause à effet en disant ce que tu m'as dit, pendant que tu étais en train de me le dire, je voyais ce que tu me disais et ça m'a ramené à quelque chose. Et là, on a à peu près le même type de scénario. On l'a aussi avec des personnes quand on est en train de parler de choses aussi anodines que des vacances ou un endroit qu'on a visité. On les voit se barrer en transe, ils commencent à avoir les regards fixes et puis un petit peu ailleurs. Puis il dit mais je m'y suis vu et puis ça me rappelle moi quelque chose. C'est-à-dire il a bien connecté ce qu'on est en train de dire, puis il a eu des liens de cause à effet, il y a eu des rapports entre différentes parties de lui-même, différentes mémoires, etc. Des phases... d'accord, non, ça marche plus. Super, hop. Des phases de rêverie essentielles. Cette activité neuronale se manifestait principalement quand les souris étaient détendues. Donc le principe de détente-relâchement qu'on peut aussi rechercher en hypnose, surtout en début de journée, après avoir été exposé à plusieurs reprises aux mêmes images. Et ça c'est intéressant parce que si on dit régulièrement en fait de l'auto-hypnose le matin et si on vous dit de répéter très souvent les mêmes routines, les mêmes suggestions, c'est aussi un grand classique de l'hypnose. Et là, on pourrait y faire une association avec cet article-là. Les chercheurs ont observé que ces phases de rêverie paraissent essentielles à la distinction et à la mémorisation des deux images distinctes. Les implications de cette découverte sont considérables. Les périodes d'apparente inactivité contribueraient à la plasticité cérébrale, la capacité du cerveau à se modifier, à s'adapter. C'est intéressant parce que on pourrait se dire une transe hypnotique semble également être une période apparente d'inactivité, voire même il y a des moments on a l'impression que le mec il est un peu en mode zombie, c'est-à-dire il est complètement passif. Après, sur de l'auto-hypnose, pourquoi pas. Sur des théoro-hypnoses, ça va dépendre si on est sur un travail d'hypnoanalyse ou si on est en train de faire vraiment bosser le partenaire en actif pendant la session où on veut éviter justement cette espèce de passivité perçue. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour établir une relation causale définitive entre rêverie et plasticité cérébrale, les résultats actuels sont prometteurs. Voilà, c'est un article qui est assez récent, je crois, du 1er janvier, donc on est le 8, il y a une petite semaine, et je vais vous mettre le lien, mais c'était dans Futura Science. Je trouve que c'est intéressant comme article, après, pour s'interroger, nous, sur notre système qui est l'hypnose, avec bien sûr ce qu'on connaît d'un point de vue et théorique, et ce qu'on connaît aussi d'un point de vue empirique, ce qu'on voit au quotidien ou ce qu'on vit au quotidien quand on fait de l'auto-hypnose et qu'on comprend mieux les notions de transe. Et ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, ok, bon, il y a en plus dans ces transes-là des éléments intéressants. Je sais que dans certains apprentissages, on va avoir cette notion où on va se concentrer en entrant sur quelque chose, prendre de l'information, se mettre en pause, visualiser ou se laisser dans ces états qui semblent passifs, avec juste en derrière, en toile de fond, cette idée de ce qu'on vient d'apprendre. Et ben, ça pourrait expliquer pourquoi des systèmes d'apprentissage sous hypnose peuvent, pour certaines personnes, être qualitatifs et apporter des choses positives. On pourrait même, et là c'est vraiment une remarque, mais je n'ai aucune réalité sur ce que je dis, se dire qu'il est possible que enfant, vu qu'on est beaucoup en transe, c'est une des manières pour l'enfant de repartir dans la rêverie pour assimiler l'ensemble des informations qui sont proposées par les parents et par on va dire les systèmes dans lesquels ils évoluent. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.